Je répète la même chose. J'aimerais que vous me citiez. Je répète la même chose. Je demande au Bloc de ne pas donner sa confiance à M. Trudeau tant que M. Trudeau n'aura pas accepté de réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires. François Legault, devant les journalistes la semaine dernière à Québec, qui se défendait d'avoir offert un appui indirect aux conservateurs de Pierre Poilievre. Le premier ministre s'est retrouvé de nouveau sur la sellette pour une déclaration qui est revenue l'hanter. Ça, c'est sans compter les échanges entre lui et Justin Trudeau au sujet de l'immigration. Tout ça devant le président français qui était en visite ici. Alec Chantal-Michel, bonjour. Bonjour. Bon, vous avez entendu, Alec, ce qu'il disait, M. Legault. Moi, j'ai entendu cette déclaration-là, puis celle de la semaine d'avant. Ça me semble pas être la même chose. Qu'en est-il de vous? Bien, c'est un peu du rétro-pédalage. C'est-à-dire qu'on s'est peut-être rendu compte un peu tard chez François Legault que, dans le fond, en voulant emberlificoter le Parti québécois et le Bloc québécois pour marquer des points, bien, qu'on donnait tacitement son appui au Parti conservateur. Parce qu'on regarde les sondages, c'est assez clair que si on part en campagne électorale maintenant, il y a des bonnes chances que Pierre Poilievre devienne premier ministre. Et donc, avec toutes les conséquences que ça peut engendrer. Les partis d'opposition à Québec ont très bien saisi ça. Gabriel Nadeau-Dubois a été particulièrement efficace cette semaine à l'Assemblée nationale en disant « Vous voulez que les conservateurs soient au pouvoir? Qu'est-ce que ça veut dire sur l'avortement? Qu'est-ce que ça veut dire sur les pipelines? Qu'est-ce que ça veut dire sur X, Y? » Alors, on s'est rendu peut-être un peu compte qu'on s'était nui à la CAQ, mais avec du retard. Et là, on essaie de rétro-pédaler, de dire ben c'est pas tout à fait ça que j'ai dit, j'ai pas donné l'appui à personne, mais en réalité, c'était quand même un peu ça que ça voulait dire. Alors, parfois, on essaie de faire des tactiques à court terme. On essaie de faire une jambette à quelqu'un. Dans ce cas-ci, c'était au PQ pour qu'il mette de la pression sur le Bloc. On s'est peut-être un peu plus enfargé dans ses souliers que prévu. Michel, est-ce que c'est encore un cas de M. Legault à parler trop rapidement sans mesurer l'impact que pouvaient avoir ses paroles? De toute évidence, on va croire le premier ministre parce qu'on a sa parole que c'est ça qu'il voulait faire. Mais d'un autre côté, moi, je ne peux pas croire que quelqu'un qui s'est rendu au poste de premier ministre du Québec ne connaisse pas le rapport de cause à effet, que si on défait le gouvernement, il y aura des élections et que M. Poilievre, ayant 20 points d'avance dans les sondages, va former un gouvernement majoritaire. J'ai de la misère à penser qu'un politicien qui a l'expérience de François Legault ne sait pas ça. Alors, je vais prendre sa parole à sa face même, tout en me disant, ben, il doit y avoir autre chose. Chantal. Bon, au lendemain de la prochaine élection, François Legault va discuter ou bien avec Justin Trudeau, ou un chef libéral, ou bien avec Pierre Poilievre. C'est ça les deux choix. Ni l'un ni l'autre promet ou s'engage à réaliser les ambitions de M. Legault au niveau de la réduction de l'immigration, ou encore à déplacer des milliers de demandeurs d'asile dans des provinces qui, d'autre part, en passant, sont gouvernées par des conservateurs. Mais en plus, et c'est là que c'est un peu intéressant, M. Legault a un certain rapport de force avec Justin Trudeau parce que M. Trudeau détient la moitié des sièges au Québec dans le moment. M. Poilievre n'a pas besoin de M. Legault ou du Québec dans l'état actuel des choses pour former un gouvernement. Donc, non seulement il veut parler à quelqu'un qui lui promet pas plus que celui qui est déjà là, mais quelqu'un qui a encore moins besoin de lui que celui qui est déjà là. Et il me semble aussi qu'au fil de la semaine qui a suivi je veux que le Bloc vote contre le gouvernement Trudeau, M. Legault semble s'être aperçu que, en majorité, les Québécois ne souhaitent pas avoir Pierre Poilievre comme premier ministre, ni demain matin, ni après-demain, ni dans un an. Donc, en clair, il s'est mis en porte-à-faux avec une partie de ses propres électeurs en faisant ce souhait-là. Puis, je suis comme Michel, là, on ne devient pas premier ministre sans se rendre compte, en lisant les sondages, sur soi-même d'ailleurs, et sur Justin Trudeau, que la conséquence de faire disparaître le premier ministre actuel dans le moment, c'est de faire élire un gouvernement conservateur majoritaire où le Québec serait peu ou pas représenté. Bon, vous parlez d'immigration, parce qu'évidemment, derrière, en filigrane, il y a toute la question de l'immigration, puis des seuils, des limites que souhaite imposer, que voudrait M. Legault. Il y a eu cette espèce d'échange par caméra interposée lors de la visite de M. Macron cette semaine. Ça a fait sourciller beaucoup, Michel. Est-ce que c'était l'endroit et le moment d'aller dans ce genre d'échange-là, d'après vous?
Non, ce n'était pas le moment. On fait pas ça devant la visite. C'est pas poli. Mais toute cette visite-là de M. Macron a été une espèce de grosse impolitesse de la part du gouvernement. Je sais pas comment ils ont arrangé leurs affaires, là, y compris le fait que personne ne se soit présenté à un dîner d'État où il était invité. Mais c'est une très mauvaise idée de demander à un chef d'État étranger de se mêler de politique interne, d'une part. Puis, d'autre part, M. Legault, là-dessus, a plusieurs problèmes à régler, outre le nombre d'immigrants qui. D'abord, il fait toujours le lien que s'il y a des demandeurs du statut de réfugié, c'est des gens qui nuisent aux Français, ce qui n'est pas nécessairement le cas. La plupart des immigrants qui arrivent ont des emplois. Allez voir dans une buanderie d'hôpital si vous allez trouver autre chose. Alors, il n'explique pas bien sa demande, sauf dire il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Et ça, jusqu'à un certain point, ça ne convainc pas. Non, Alex puis Chantal ensuite. Alex, c'était comment cette espèce de façon de riposter à Justin Trudeau? Parce qu'évidemment, il y a eu M. Trudeau qui a accusé M. Legault de dire des faussetés. Ça aussi, c'était devant M. Macron. Puis ensuite, la réplique de François Legault. C'était comment, ça, ce genre d'échange-là, perçu de notre côté? Là? Oui, c'est ça. C'est que Justin Trudeau a ouvert les hostilités d'abord, puis François Legault lui a répliqué ensuite. Bon, à la défense de Justin Trudeau, il répondait à une question d'un journaliste. Il n'a pas spontanément dit ça lors du point de presse avec Emmanuel Macron, mais quand même, on aurait pu dire c'est des questions pour un autre moment, je vous reviendrai, c'est pas le temps. On parle ici avec mon ami Emmanuel Macron. On n'a pas fait ça. Ce que ça dénote surtout, c'est l'animosité personnelle, je pense, entre les deux hommes. Entre Justin Trudeau et François Legault, là, présentement, là, il n'y a pas d'affection du tout. On a déjà réussi à travailler ensemble sur certains dossiers, je pense aux garderies, entre autres, là, où on est capable de mettre en place des ententes pour le Québec, etc. On a l'impression que là, on n'est plus capable de se parler, de s'entendre. On n'est pas sur la même longueur d'onde. À Ottawa, on dit, écoutez, on en fait des choses pour diminuer l'immigration temporaire. Regardez les visas pour les Mexicains. On a fermé le chemin Roxham. On a diminué les nombres de permis pour les étudiants étrangers. On a encore serré la vis pour les travailleurs étrangers il n'y a pas plus tard qu'il y a 10 jours. Alors, c'est injuste de nous accuser de ne rien faire. Puis, du côté de Québec, bien, on dit, vous n'en faites pas assez. Puis, on voit bien que le dossier de l'immigration, ça fait vibrer la corde nationaliste. Voilà. C'est une carte qu'on veut jouer parce que le Parti québécois est aussi sur le même terrain. Alors, on ne s'entend pas sur cette question-là. Puis, je trouve que ça dénotait peut-être plus l'animosité entre les deux que quoi que ce soit d'autre parce que les fonctionnaires se parlent, les cabinets de ministres se parlent. Mais entre Trudeau et Legault, là, ça passe plus. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a des canaux de communication qui sont ouverts, Chantal. Non, c'est clair que le courant ne passe plus et je pense que la première rupture de courant, ça s'est produit au dernier point de presse conjoint, qui sera peut-être le dernier pour longtemps d'ailleurs, l'annonce de Télésat, où M. Legault, devant Justin Trudeau, a dit le gouvernement fédéral de Justin Trudeau fait rien pour l'immigration. Et là, il suffisait de regarder la tête de Justin Trudeau, qui n'a pas répondu sur le coup, pour comprendre qu'il était probablement arrivé à la goutte qui fait déborder le vase. Mais si ce n'était pas le cas, une semaine plus tard, la déclaration de François Legault au Bloc québécois a fait tomber le gouvernement. Allait certainement faire ça. Oui, il y a encore des débats constructifs entre les deux gouvernements, mais manifestement, le message de cette semaine, c'est qu'il ne faut pas les inviter aux mêmes réceptions. Ouais, donc, clairement. Non. En tout cas, il n'y a pas... Il n'y a pas d'amitié perdue dans ce coin-là. Là, je vais vous faire entendre, la semaine dernière, le gouvernement Trudeau, pas trop de surprise, a survécu à la première motion de défiance. La deuxième a été déposée 48 heures après, je crois. On va en entendre un bout, je reviens tout de suite après. La Chambre n'a plus confiance dans le gouvernement et offre plutôt aux Canadiens et Canadiennes la possibilité d'opter pour supprimer les taxes, bâtir des logements, repérer le budget et stopper les crimes. Bon, là, je vous ai fait entendre la moitié de la motion parce qu'elle est très longue et elle est au ton pas mal partisan. Michel, la première était très neutre, celle-là était très partisane. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Parce que c'est la bonne technique utilisée par M. Poilievre? La dernière fois qu'un gouvernement est tombé au Parlement, c'est le gouvernement de M. Martin et la motion se lisait à peu près exactement comme la première motion des conservateurs, que cette Chambre n'a plus confiance dans le gouvernement. Point. Et le gouvernement est tombé là-dessus. Quand on ajoute le programme du Parti conservateur à peu près au complet dans la motion, c'est comme envoyer un message à nos deux collègues qu'il faut qu'ils votent avec nous, que vous n'êtes pas obligés, franchement, là, d'endosser le programme conservateur. Donc ça, c'est de l'esbrouf, c'est du positionnement. Ça permet à M. Poilievre de faire un beau message devant le Parlement qui va être repris à la télé, mais c'est tout.
La chance ou la malchance, parce que les deux vont arriver ensemble, que peut avoir M. Poilievre et qui sera malchanceux sur le gouvernement, c'est que à partir de maintenant, c'est vrai que c'est déjà arrivé, des gouvernements qui tombent par erreur parce qu'on ne comprend pas les messages, il n'y a pas assez de monde en chambre, il y a toutes sortes de choses. Ils peuvent s'essayer autant qu'ils veulent, avec autant de motions qu'ils veulent, puis avec autant de libellés qu'ils veulent. À la fin, la vraie motion, c'était celle qui a été rejetée, qui disait on n'a plus confiance au gouvernement. Et bon, on peut toujours espérer une erreur, mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne stratégie. Oui, Chantal. M. Poilievre avait besoin d'occuper sa journée. C'était déjà clair, qu'il n'allait pas réussir. On ne peut pas voter la confiance au gouvernement le mercredi, puis décider le jeudi qu'on va voter contre la semaine suivante. Ça fait pour le moins girouette. Donc, il fallait qu'il remplisse son temps, et il l'a rempli. Il n'y a pas eu d'ailleurs le psychodrame, là, allez-vous voter pour ou contre. Jack Meeting a trouvé que sans doute que c'était moins stressant que la semaine précédente. Je pense qu'on s'entend, là. On s'en va à la fin octobre. Et on allait toujours aller à la fin octobre. Pourquoi? Et c'est pas seulement à cause des néo-démocrates ou du Bloc. Les néo-démocrates et les conservateurs doivent attendre que les élections provinciales en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique soient terminées pour être sérieux au sujet d'une campagne fédérale, parce qu'ils ont besoin des bénévoles, des travailleurs sur le terrain qui sont occupés sur le front provincial. Donc, le 29 octobre, la date que M. Blanchet a choisie, ce n'est pas un accident pour son ultimatum, c'est la première journée après que toutes les élections provinciales de l'automne vont être derrière nous. Est-ce que ça veut dire que le NPD va vouloir encore une élection? Est-ce que d'ici là, Justin Trudeau va tenter de rencontrer les exigences du Bloc? C'est pas clair à ce moment-ci. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement n'a pas complètement fait son idée là-dessus, entre autres parce que Justin Trudeau était sur la route aux Nations unies avec Macron, et on a sans doute passé la semaine à préparer des options pour le premier ministre. Aucune est facile, y compris réaliser ce que demande le Bloc pour toutes sortes de raisons de procédure parlementaire qui font que le gouvernement, doit se décider vite, mais va devoir poser des gestes s'il veut arriver là. Et je ne sais pas s'il veut arriver là. Bon, grande question. Alec, l'ultimatum au 29 octobre, est-ce que c'est la bonne... Est-ce que, c'est la bonne façon de faire pour le Bloc? Et est-ce que c'est réaliste? Réaliste dans le calendrier, je ne sais pas. Chantal a parlé des difficultés procédurales parce que c'est des projets de loi. Il y en a un qui est rendu au Sénat. Ouais. J'exclus celui sur la gestion de l'offre, mais l'autre sur la bonification des pensions pour les 65 à 74 ans. C'est un projet de loi privé d'initiative de l'opposition. Donc, on n'a pas autant de manettes au gouvernement pour être capable d'activer ce projet de loi-là. Donc, est-ce que ça fonctionne dans le calendrier parlementaire? Bon, je ne suis pas un expert, mais ça semble un peu plus compliqué à réaliser. Je pense que le Bloc québécois utilise bien son rapport de force, c'est-à-dire on peut oui ou non être d'accord avec le fait que la priorité nationale soit la bonification des pensions. Il y a beaucoup d'économistes qui en doutent, étant donné plusieurs raisons économiques, là, mais peut-être que ce n'est pas le bon cheval de bataille pour le pays. Ça l'est certainement pour le Bloc québécois qui, dans ces deux cas-là, autant pour les agriculteurs que pour les aînés, vise des clientèles importantes pour le Bloc québécois lors de la prochaine campagne électorale. Ils sont cohérents avec ce qu'ils ont déjà mis en place. Ils n'ont pas sorti ça de leur chapeau. Là. C'est des chevaux de bataille qu'ils ont depuis plusieurs mois. Donc, je pense qu'ils jouent bien ces cartes d'un point de vue bloquiste pour être capable d'arriver à ses fins. Certains auraient voulu qu'il parle d'immigration. Visiblement, ce n'était pas l'intention de François Blanchet, mais je pense qu'il fait bien son travail. Maintenant, est-ce que ce sera possible d'y arriver? Là-dessus, j'ai encore des doutes, mais je pense quand même qu'il y a plus de chances aujourd'hui que ce Parlement-là se rende à Noël, et donc jusqu'en 2025, que la semaine passée lorsqu'on s'est parlé. Chantal, vous avez réagi. Bon, deux questions. D'abord, c'est pas parce que le projet de loi sur la gestion de l'offre est rendu au Sénat qu'il va passer comme une lettre à la poste. Il y a beaucoup d'opposition à ce projet de loi-là au Sénat. Le gouvernement n'a pas d'outils dans le moment parce que c'est un projet d'initiative privée. Par contre, si ces deux projets bloquistes sont rendus où ils sont rendus, c'est parce qu'il y a d'autres partis qui les ont appuyés. Le NPD et les conservateurs, il y a une majorité d'élus qui ont appuyé les deux. C'est pas un lapin qui est sorti du chapeau des François Blanchet puis qui tout à coup est sur le point de devenir une loi. Mais la grosse question qui va se poser aux libéraux sans doute ce week-end, c'est jusqu'à quel point est-ce que Justin Trudeau creuse encore plus sa propre tombe à l'extérieur du Québec quand les gens vont commencer à écrire qu'on cède à un chantage des, entre guillemets, méchants séparatistes. Même si ce sont des projets de loi appuyés par le NPD et les conservateurs, il va être vu à l'extérieur du Québec comme un premier ministre qui est maintenant
à la merci, je pense que François Blanchet a même utilisé le mot couteau sur la gorge du Bloc québécois. Pour un parti qui va déjà mal dans l'opinion canadienne, c'est peut-être pas la voie du salut que de se donner un mois de plus en donnant raison au Bloc québécois. Oui. Intéressant. Écoutez, on se donne rendez-vous un peu avant le 29 octobre. On verra où est-ce qu'on en est rendu. On va se parler aussi la semaine prochaine, mais je suis curieux de voir ce qui va arriver. C'est tout le temps qui nous reste. Alex, Chantal, Michel, merci. Bonne fin de week-end. Au revoir. Au revoir.